va parler de l'une des contradictions les plus choquantes, les plus folles de notre époque. Comment est-ce possible que le pays qui est potentiellement le plus riche de la planète abrite l'un des peuples les plus pauvres? C'est ça, le paradoxe congolais. Et on va essayer de le décortiquer ensemble. Alors, pour commencer, regardez ce chiffre. 24 000 milliards de dollars. C'est la valeur estimée des richesses minières qui dorment encore sous le sol de la République démocratique du Congo. Pour qu'on se rende bien compte, c'est plus que le PIB annuel des États-Unis. Absolument aucun autre pays sur Terre n'a un tel trésor sous ses pieds. Et maintenant, voilà l'autre chiffre. $1,50. C'est le revenu moyen par jour pour un Congolais. Le contraste entre cette richesse absolument inouïe et cette pauvreté extrême, eh bien, il est au cœur de toute cette histoire. Du coup, la question est inévitable et c'est ce qu'on se pose tous. Comment on a pu en arriver là? Comment un territoire qui a tout pour être un géant économique se retrouve systématiquement en bas de tous les classements de développement humain? C'est ce qu'on va essayer de comprendre. Alors, l'explication qu'on entend souvent, elle est assez simple. Ce serait un problème de corruption, de mauvaise gestion, en gros, ce serait de leur faute. Mais la réalité, si on creuse un peu, elle est bien plus fine. La cause profonde, ce sera en fait une responsabilité directe et historique de l'Occident. Une histoire de pillage systémique qui a commencé il y a très très longtemps. Et pour comprendre ça, il faut remonter à l'origine du Nil. Tout ne commence pas avec un État ou une nation, mais avec un seul homme et son ambition. Une ambition complètement démesurée. Cet homme, c'est le roi Léopold II de Belgique. Et là, on a un fait qui est quasiment unique dans l'histoire moderne. Il n'a pas conquis le Congo pour la Belgique, non, il l'a acquis pour lui-même, comme sa propriété personnelle. Il faut imaginer un peu ça, un territoire 80 fois plus grand que la Belgique, qui est devenu son entreprise privée. Mais pourquoi? Quelle était la motivation? Comme souvent, l'argent. À la fin du 19e siècle, le monde est en pleine révolution industrielle. La demande pour le caoutchouc explose, pour les pneus, les câbles et les machines. Et Léopold II réalise que le Congo regorge de caoutchouc sauvage, prêt à être récolté. C'est une mine d'or à ciel ouvert. Pour forcer la population congolaise à aller récolter ce caoutchouc, Léopold va mettre sur pied un instrument de terreur absolue, la force publique. Attention, ce n'est pas une armée nationale, c'est une milice privée, des mercenaires dont le seul et unique but est d'imposer le travail forcé par la violence la plus extrême. Et là, on touche au cœur de la cruauté méthodique de ce système. Ces pratiques des mains coupées, ce n'était pas juste un acte de sauvagerie au hasard. Non, c'était une méthode de comptabilité macabre. Le but, c'était de s'assurer que les soldats n'utilisaient pas leurs munitions qui coûtaient cher pour chasser. Donc, s'ils tiraient et manquaient leur cible, ils coupaient la main d'une personne vivante pour justifier la balle. Le résultat de tout ça, c'est un bilan humain absolument effroyable. Les estimations les plus hautes parlent de 10 millions de morts en seulement 23 ans. C'est la moitié de la population d'époque anéantie par les massacres, la famine, les maladies, tout ça causé par ce régime de terreur. Et c'est là qu'on voit l'immoralité totale du système. Pendant que des millions de personnes mouraient dans des conditions atroces au Congo, Léopold, lui, utilisait cette richesse volée pour se construire des palais et des avenues en Belgique, tout en se présentant au monde comme un grand philanthrope, un civilisateur. Allez, on fait un bond dans le temps, on arrive à une autre époque, un moment très court, une parenthèse, où tout aurait pu changer. Après des décennies de colonisation brutale, une lueur d'espoir apparaît enfin avec l'indépendance et l'arrivée d'un leader visionnaire. Le 30 juin 1960, Patrice Lumumba devient le tout premier dirigeant élu du Congo indépendant. Et son but, ce n'est pas juste une indépendance politique de façade, il veut une indépendance réelle, économique. Il veut que les richesses du Congo profitent enfin aux Congolais. Et c'est précisément cet objectif qui va sceller son destin. La réaction de l'Occident est immédiate et d'un cynisme effrayant. D'abord, la Belgique finance en sous-main une rébellion dans la province la plus riche en minerais, le Katanga. Ensuite, Lumumba demande de l'aide aux États-Unis et à l'ONU, qui refusent. Acculé, il finit par se tourner vers l'Union soviétique. Et ça, en pleine guerre froide, c'était le prétexte parfait pour l'éliminer. La chute est foudroyante. En moins de 7 mois, l'espoir de toute une nation est anéanti. Il est vu en juin. En septembre, il est renversé par un coup d'état militaire soutenu par la CIA. Et en janvier, il est assassiné, avec la complicité active des services belges. Mais la mort de Lumumba, ce n'est pas la fin de l'histoire. C'est au contraire le début d'une nouvelle forme de pillage. L'Occident a trouvé son âme de paille, un dictateur qui va servir ses intérêts pendant plus de 30 ans. Pour se donner une idée de l'échelle du vol sous le règne de Mobutu, c'est spectaculaire. Cet homme, qui a été placé au pouvoir par l'Occident, aurait détourné jusqu'à 95% du budget de l'État pour son enrichissement personnel. Tout ça, bien sûr, avec la bénédiction de ses soutiens étrangers. Et les conséquences de ça, elles sont catastrophiques et elles durent encore aujourd'hui.
Les multinationales obtiennent des compromis incroyables. Le pays s'embête jusqu'au cou auprès du FMI et de la Banque mondiale qui en profitent pour imposer leurs conditions et pendant ce temps, toutes les infrastructures du pays sont laissées à l'abandon. Le potentiel du Congo est anéanti pour des générations. Et tout ça, ça nous amène directement à aujourd'hui. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, cette histoire de pillage n'est pas terminée. Elle a juste changé de visage. On est passé du caoutchouc de l'ère industrielle au minerai de l'ère numérique. Et c'est là que ça nous concerne tous, vraiment directement. Le cobalt qui est dans nos smartphones et nos voitures électriques, le coltan dans nos ordinateurs et nos consoles de jeux, le cuivre qui alimente nos villes. Une grande partie de ces minerais qui sont essentiels à notre mode de vie moderne vient du Congo et est souvent extraite dans des conditions qui ne font que perpétuer ce cycle d'exploitation. Au final, on est obligé de changer complètement de perspective. Comme le résume cette phrase choc, l'histoire du Congo n'est pas celle d'un pays pauvre, c'est celle du pays le plus pillé. Ce n'est pas une nation qui est pauvre par nature, c'est une nation immensément riche, mais qui est pillée depuis plus d'un siècle. La vraie question, ce n'est donc plus pourquoi sont-ils si pauvres, mais plutôt comment ce pillage continue-t-il encore aujourd'hui.